Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir l'extraordinaire athlète Philippe Croison, que l'on ne présente plus à l'occasion de la sortie du film Pour le meilleur, le 22 avril prochain de la réalisatrice Marie Castille, mention Char. Un film prenant qui revient sur son parcours, de son accident qui l'a laissé amputé des 4 membres, à sa traversée historique de la Manche à la nage. Quel frisson lorsqu'on le voit enfin arriver sain et sauf après 13 heures et 26 minutes, chaque minute compte. Ah, chaque minute compte. Oh, oui. Bonjour Philippe. Bonjour. J'ai une question, somme toute un peu bête, et puis après on ira plus en profondeur, mais ça fait quoi de se voir incarné à l'écran ? Écoute, honnêtement, je l'ai vécu comme si je regardais mon parcours de vie. J'ai vu Pierre, effectivement, je voyais Pierre jouer, Ouais. mais j'ai revécu tout ce que j'avais pu vivre avec Susanna, Ok. toutes ces difficultés et ainsi de suite. Et même pour être honnête, la fin du film, j'étais en apnée comme les spectateurs. On a fait pratiquement 40 dates à travers toute la France Ok. pour présenter le film. Et comme les spectateurs, à la fin, j'étais là, mais est-ce qu'il va réussir, le mec, quoi ? Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va y arriver ? Et puis après, j'étais là, mais t'es con, c'est toi, putain, tu y es arrivé quand même. Donc voilà, c'est un super film et vraiment, on est à 90% sur de la réalité et il y a 10% un petit peu de romance, de fiction, mais très très léger. Je me posais cette question-là aussi de qu'est-ce qui est romancé dans ce film et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on a envie que tout soit vrai, c'est tellement beau, tu vois. Oui, alors Marie Castille a réalisé des rêves pour Susanna. Les rêves, le premier rêve, c'est qu'elle va jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire que en réalité, elle est restée sur le gros bateau Ok. parce que c'était la tempête. Ah, La tempête vache. était vraiment trop forte. Et moi, je vais m'éclater contre la falaise. Ça, on ne voit pas Ouais. dans le film, mais voilà, c'est une autre arrivée dans le film. Et donc, Susanna n'a pas pu voir l'arrivée. Et là, dans le Ok. film, Marie Castille met l'actrice dans le bateau Ouais. et va jusqu'au bout. Ouais. La deuxième chose, c'est les filles de Susanna qui n'étaient pas à l'arrivée. Il n'y avait que mes 2 garçons. Bah Et oui. donc, elle les a mis aussi. Elle a mis les filles. Et le troisième vœu de Susanna, c'était de foutre une baffe à son ex. Pardon. Et là, c'est bien, elle l'a mis, parce que Ça, dans le je film, on le voit, suis- ouais. il est pas terrible, ce gars-là. Hein. On va en parler C'est tout horrible. à l'heure. Ok. On va en parler et je suis plutôt d'accord avec son parti pris artistique. Ouais. Ah, mais magnifique. Magnifique. On va retracer ton parcours, alors qu'on connaît, qu'on a déjà entendu, mais moi je suis curieuse de te poser mes questions. Ouais, vas-y, tranquille. Donc ça me rend tellement heureuse de Ouais, t'avoir ouais. en plus en face de moi que je me permets. Il y a un moment dans le film, et donc dans ta vie, on va un peu extrapoler le film, où tu as cette discussion hyper profonde et touchante avec un membre de ta famille. Ouais. Toi, tu dis que tu veux partir. Oui. Et lui, il te parle de ton rôle de papa. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter là ce moment, ces sensations que tu as vécues et Mais cette avant ce moment-là, il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que tout le monde, moi, je me réveille, après 2 mois de coma, mon petit garçon, Grégory, arrive au monde en même temps que moi. Donc, on a la même date de naissance tous les deux. C'est marrant de dire que mon petit bébé est arrivé en même temps que moi, à la même date. Et mon père est à Châtellerault, Ok. et moi, je suis à Tours. Il fait un Polaroid du bébé, il fonce à Tours, et il met la photo sur la vitre stérile, et ton petit garçon est né. Là, j'explose, Waouh. mais j'ai toujours pas envie de vivre. Et tout le monde vient tenter sa chance. Mon père, Ouais. pas entendu, ma mère, mon frère, mon épouse, rien n'y faisait. Même ma grand-mère. Si je suis là aujourd'hui, je le dois à une personne, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était un pilier, c'était un roc dans ma famille. Ma grand-mère était d'origine bretonne, donc un caractère de granit. Hein, on est d'accord. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai Ah peut-être... ouais, on est d'accord. J'étais en train de faire Ouais, des ouais, maths ouais, dans ma tête. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu après. Et on le voit dans le film. Et il vient et il me dit, écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons, tu crois pas ? Et pour moi, c'était le coup de jus, mais qui m'a réveillé. Je fais, Pah ! Je dis, ouais, ok, je vais me battre pour mes 2 gars. Et pour moi, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. Qu'est-ce qui a changé avec cette phrase-là ? Qu'est-ce qui t'a touché, tu le dis en plein cœur, par rapport à tout ce qu'on pouvait te dire Les avant ? enfants, mes garçons, mes fils. Enfin, déjà, j'avais Jérémy qui avait 7 ans et Grégory venait de naître. Et quand il me dit, ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, pour moi, c'est l'étincelle qui veut. Et là, mon cœur explose et je dis, mais ok, on va se défoncer, on va y arriver. Et là, comme mon père vient derrière la vitre stérile, à ce moment-là, je change de comportement et je veux toutes les informations. Je dis, renseigne-toi, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Ouais. Renseigne-toi, je vais faire la plongée sous-marine. Renseigne-toi, je viens de voir un ancien pilote de Formule 1, Philippe Streff, il est tétraplégique, il conduit une voiture. Je pourrais reconduire, papa. Il me fallait une tonne d'informations pour redémarrer. Comme ceux qui sont dans la difficulté, une entreprise, il faut donner de l'information. Ouais.
pour avancer. Sinon, on est bloqué. Ok, donc dès le départ, tu passes d'un état dépressif à te laisser dépérir. Exactement. Mais trop rapide, attention. Ah, intéressant. Trop rapide. Beaucoup trop rapide. C'est-à-dire que là, du coup, je ne m'accorde rien. Je ne m'accorde pas le temps de pleurer, je ne m'accorde pas le temps de la dépression, je ne m'accorde pas le temps de la colère. Donc je fonce. Et ça va durer 2 ans. 2 ans d'hospitalisation, de centre de rééducation, où là, je vais me démener comme un dingue. Et après, je l'explique dans mes conférences. Aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences. C'est une conférence spectacle que j'appelle ma conférence spectacle hybride rechargeable. Je recharge la batterie des gens qui sont en face de moi. C'est écologique. Ouais, c'est bien. Je suis dans l'air du temps. En même temps, pour un mec qui est électrisé, c'est bien. Je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc c'est cool. Donc, mais je sais même plus ce que j'étais en train de dire, à dire à penser des bêtises. Toi, maintenant, quand tu fais tes conférences-là, tu te dis que tu t'es pas laissé le temps, ce temps-là, et qui est nécessaire parce que c'est un vrai deuil aussi. Mais exactement, justement, c'est exactement ça. Les phases du deuil. Et ces phases du deuil, je vais les franchir quand je vais rentrer chez moi. Parce que le plus dur, c'est pas l'accident. Après, je le dis sur le ton d'une vanne, je dis, c'est peut-être quand j'ai reçu la facture EDF après qui a été compliquée, mais c'est pas grave. Mais le plus dur, c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation. Pour moi, le centre de rééducation, même si c'est des litres et des litres de larmes et des litres de sueur, pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie, c'est du retour à la vie, c'est du vrai vivre ensemble. C'est ça pour moi, le centre de rééducation. J'ai que des bons souvenirs là-dedans. Le plus dur, le plus violent, c'est ce qu'ont vécu tous les gens pendant le confinement, le retour à la maison. La solitude. Mais il n'y a rien de pire que le retour à la maison. Et surtout quand elle n'est pas préparée. Moi, mon ex-femme Muriel partait au travail, mes enfants allaient à l'école. Effectivement, les premiers jours, les premières semaines, même les premiers mois, la famille, les amis sont là. Mais après, tout le monde reprend sa vie, c'est normal. Et là, tu es dans le canapé et tu dis, il y a quelqu'un ? Ouais. Et moi ? Et là, personne te répond. Et tu prends le truc que j'ai fait, la grosse erreur, j'ai pris la télécommande, j'ai appuyé sur marche et j'ai regardé la télé pendant 7 ans. Waouh. Pendant 7 ans, j'ai rien fait d'autre. Et des fois même, quand je voulais faire pipi, je disais à moi, j'ai envie de faire pipi. Mais t'es après à faire pipi tout seul. Ouais, mais je suis devant la télé. Tu viens, on va manger, les enfants sont à table. Non, on fait des repas télé. J'ai regardé la télé pendant 7 ans. Rien d'autre. À passer ces fameuses phases de colère, la fameuse phase de dépression, la négation, les fameux pourquoi. Pourquoi moi, pourquoi ceci, exactement. Les pourquoi qui sont là pour nous harceler, pour nous piquer. Et si j'avais les pourquoi, les si, les machins, ça c'est un enfer, mais c'est nécessaire au processus de guérison, du retour à la vie. Après, il y a la négo, la négociation, il y a ton cerveau qui dit laisse tomber mon gars, c'est fini, arrête de lutter, ta vie s'arrête maintenant, t'es con ou quoi ? Et il y a l'autre côté qui dit attends, peut-être que. Donc c'est un conflit entre toi et toi. Ça doit être fatigant, cette période-là. Mais c'est comme ça. Mais après, tu vas voir, après il y a la dépression, la terrible phase de colère, et enfin la phase de retour à la vie, l'acceptation. Mais surtout, ces 5 phases, il n'y a pas d'ordre prédéfini. On peut se dire, tiens, ça y est, on est arrivé à la phase de colère, donc ça veut dire que les autres sont passés là. Et on ne sait pas pourquoi. Une petite étincelle, un truc, et paf, on retourne à la négation. Oh putain, il faut que je refasse tout le parcours. Mais c'est ça, il n'y a pas d'ordre prédéfini, et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie, si on n'a pas une épaule avec qui parler, s'exprimer. Et pourquoi pas même avec qui pleurer. Ça, c'est hyper important. C'est tellement important et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces phases-là du deuil. Merci d'en parler parce que ça concerne le deuil évidemment d'un proche, mais de tout. Le deuil amoureux, le deuil d'un rêve aussi. On est obligé de passer par ces 5 phases pour s'en sortir. Obligé. Et puis, il y a un truc dont on ne parle pas, c'est qu'on a l'impression que quand ça va mieux, ça va aller mieux comme ça. Et en fait, c'est quand on dit... yo-yo. C'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Moi, à un moment donné, j'ai cru que j'allais sortir de ce marasme. Et en vérité, non. Jusqu'à 7 ans où mon épouse est partie. Et ben, on va en parler après, justement. C'est intéressant parce que tu le dis, en plus, tu as une vraie lucidité, tu as travaillé sur toi, non ? Oui, beaucoup. Ça se sent. Pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Bah oui, aussi pour avoir une carrière d'athlète, tu es obligé aussi de te faire travailler le mental. Ah bah, carrément. Pour que les deux suivent. Beaucoup plus. Beaucoup. On en parlera après. Tu le dis avec beaucoup de lucidité que tu as été un gros con. Je reprends tes mots. Bien sûr. Avec ton épouse à cette période-là, donc elle accouche. Il y a les premiers mois où j'imagine que tu es très entourée. Donc, tu dois presque un peu t'interdire de penser au futur parce que tu dois tellement te concentrer sur le présent à l'hôpital que tu n'as pas l'espace. Et puis, tu rentres chez toi. Et là, tu sais, c'est un peu comme la vision de chez ses grands-parents où on entend le frigo et où ça devient un peu morbide.
et tu traverses cette phase de la colère qui déséquilibre ton couple. Ah bah ouais. J'explique justement dans la conférence que on vient d'expliquer les 5 phases et moi j'en ai écrit une 6e, la phase gros con. Ou la phase où tout m'est dû. Bah ouais. On devrait la mettre dans les trucs du deuil. Elle existe pourtant, cette phase gros con. Ben oui. Mais c'est même pas de l'égoïsme, on ne fait même pas exprès. Mais oui. On est tellement dans notre douleur qu'on ne fait plus attention aux autres. Mais les autres, ceux qui sont autour de nous, mon ex-femme Muriel, mes enfants étaient en pleine souffrance aussi. Et oui. Parce que tout le monde se protégeait. Et ça, c'est horrible. Mais ça, tiens, je vais revenir là-dessus parce que c'est hyper important. Parce que mon père, pour me protéger, il a fait une connerie monumentale. Il avait dit à ma famille et mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe en milieu stérile, pas de problème. Mais je veux qu'on lui montre comme une famille forte, qu'on veut des amis soudés. Je veux que personne ne pleure devant lui. Et donc, moi, à l'hôpital, je voyais personne pleurer. Je dis, mais tout le monde s'en fout, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais alors ça veut dire que moi aussi, il faut que je sois fort. Ça veut dire que moi aussi, il faut que je les protège. Ça veut dire que moi aussi, il ne faut pas que je leur montre ma douleur. Et on a joué ce rôle pendant 7 ans. Pendant cette fameuse phase de gros con, moi aussi, je protégeais ma famille, mais j'étais dans cette phase gros con. Je ne parlais pas de ma douleur. Eux, ils ne parlaient pas de la leur. Donc personne ne pleurait les uns devant les autres. Et le poison le plus terrible au monde, c'est ça. C'est de ne pas communiquer, ne pas dire ce que l'on ressent. Ouais, de fou. Et donc, je vais devenir un petit peu bête, un peu méchant, et je vais me renfermer sur moi-même dans mon canapé, ouais. Bien sûr, il faut que ça sorte, parce que toutes ces émotions-là que tout le monde contient de tous les côtés, ça crée un sorte de tabou énorme. Ouf. C'est un bâton de dynamite. On l'allume, mais la mèche, ça fait 7 ans avant qu'elle explose. Mais je comprends. Donc, ça peut être une mèche plus courte, ça dépend des personnes. Mais moi, il m'a fallu 7 ans. Le jour où Muriel est partie, là, le bâton de dynamite a explosé. Ouais. Waouh. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête quand elle part ? Bizarrement, je m'étais préparé pendant ces 7 années. Machinalement, dans ma tête, je me disais, si elle s'en va, c'est pas à eux de partir. C'est à moi. Okay. Et je le prépare, gentiment. Il est là, dans mon cerveau. Si ça arrive, c'est à toi de partir. Gentiment, papa. Et un jour... Tu la pousses un peu vers la sortie ? Alors ça, je l'ai poussé dès le début. J'ai tenté ma chance de dire, mais va-t'en, reste pas avec moi. Enfin, c'est pas ta life. Tu m'as épousé, t'aimais un mec qui avait des bras et des jambes. J'ai plus de bras et plus de jambes. Qu'est-ce que tu vas rester avec moi ? Va-t'en, je t'autorise de partir maintenant. Pars. Elle n'a pas voulu. Elle était amoureuse. Et elle a dit, non, je reste, je t'aime, on va y arriver, et ainsi de suite. Mais je ne lui ai pas laissé beaucoup de chance d'y arriver, parce que j'étais dans cette phase terrible des fameuses 5 phases du deuil qui se sont mélangées. Et au bout de 7 ans, elle m'annonce, elle me dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et je ne peux plus être avec toi, c'est pas possible, je m'en vais. Et là, le bouton, il a fait le bouton on-off. On m'a souvent dit que c'était un geste égoïste. C'est juste un geste qu'on ne peut pas contrôler. Quel geste égoïste ? Le geste de partir définitivement. De partir, de mourir. Et donc, le bouton se met en route, le cerveau, il est connecté, il dit « Ok, t'étais prévenu, tu t'es préparé à ça, atteins ton objectif, c'est parti, mec. » Okay. Donc, je reste calme. Je dis « Mais bien sûr, écoute, on va s'arranger, tout va bien. Là, je vais aller faire un petit tour avec ma voiture, je reviens, histoire de respirer. » Et je prends ma voiture, je m'arrête à l'épicier du village, j'achète une bouteille d'alcool, moi qui ne bois jamais d'alcool. Je vais demander de l'ouvrir, de la mettre sur le passager de ma voiture. Je me suis garé au bord de la rivière. Je voulais nager dans la rivière avec mes prothèses de marche, autant dire que j'aurais coulé très très vite. J'ai pris la bouteille, j'ai bu, je voulais me donner un peu de courage. Et je suis sorti de la voiture et, je marchais avec des prothèses. Quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Quand on est bourré, on va pas loin. C'est clair. Donc je me suis ramassé la goule dans l'herbe et les pompiers m'ont retrouvé quelques heures plus tard. Ils m'ont emmené à l'hôpital et ils ont prévenu mes parents. Et quand j'arrive à l'hôpital, j'entends ma mère qui hurle dans le couloir et mon père qui fonce sur moi, qui m'engueule, qui me dit « Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu nous fais ça maintenant ?» Je dis « Mais toi !» Pourquoi tu m'as jamais parlé ? Et toi, maman, qu'est-ce que tu as ressenti le jour de l'accident ? Mais parlez-moi, bon sang. Parlez-moi. Et là, je vais demander un coup de main au psy. Pour me reconstruire, ça va durer 1 an. Mes parents ont besoin d'un psy. Mes 2 petits garçons ont besoin d'un pédopsy. Mon ex-femme Muriel, mon frère, qui était rempli d'amour pour moi, a besoin d'un psy 7 ans plus tard. Tout le monde s'est autoprotégé. Il fallait tous se guérir. Et moi, ça va durer 1 an. C'est dingue, c'est 7 ans, c'est l'âge... L'âge de... Comment on dit, tu sais, dans un enfant, c'est l'âge de maturité, non ? Ah oui, d'accord. Quoi, moi, ça a été l'âge de la connerie. Ouais. Oui, c'est ça. C'est touchant, ce moment-là, et je crois que c'est la première fois où vous, depuis l'accident, vous regardez vraiment dans les yeux, dans l'âme avec tes parents. Ah oui, mais carrément. Là, il se décompose. Ouais. Il se décompose. Il se rend compte aussi peut-être. Et je lui ai toujours dit à mon père que je lui en voulais d'avoir fait ça. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par bêtise. Il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Mais lui, c'est son éducation. C'est son éducation d'ancienne génération
Ou il faut être fort, Ouais. faut pas montrer sa douleur, on est des guerriers, coûte que coûte. Ça, c'est mon père. C'est l'ancienne génération de, j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire, mais je vois... Tu sais, c'est un podcast, t'as droit à tout ici. Ouais. Je fais beaucoup de conférences et je vois des chefs d'entreprise, et ces bons dieux de chefs d'entreprise ont encore cette mentalité. Ah ouais. Ben ouais, je suis le commandant du navire, et je coule avec le bateau, mesdames, messieurs. Jusqu'à la connerie. Ils osent même pas demander un coup de main. Ouais, il y a Xavier Dupont de Ligonnès qui a fait ça, on a vu le résultat, si je peux me Exactement. permettre. Ouais, la référence est haute là, là, on atteint le haut du panier là. Mais non, mais c'est vrai qu'après les chefs d'entreprise, ils vont faire la bêtise que j'ai faite. Ouais. Ils vont vouloir mettre fin à leur jour parce que il y a plein de chefs d'entreprise parce qu'ils n'ont pas osé demander un coup de main, parce qu'on est éduqué comme ça. On est éduqué, si tu demandes un coup de main, ça veut dire que t'es un loser. T'as pas réussi ton objectif, t'es un mauvais. Enfin, je vois les écoles aujourd'hui, les écoles de commerce et ainsi de suite. On forme les jeunes à être des leaders tout seuls, à se défoncer, à se dire mais putain, mais c'est pas ça la vraie vie, quoi. La vraie vie, moi, sur les coups de main, ça, je l'ai appris. Hein. Honnêtement, j'ai appris que j'ai osé demander un coup de main. Ouais. Et ça demande du courage de dingue. Ouais, mais parce que c'est notre éducation. Je comprends entièrement. J'ai été éduquée de cette manière-là. Un papa, on allait chez le dingologue. Tu vois ce que je veux dire. Mon père est décédé d'un cancer. Et quand il me l'a appris, j'ai pleuré un tout petit peu une fois. Il m'a tapé derrière en disant, s'il y a une personne qui doit pleurer, c'est moi qui ai un cancer. Et c'est la dernière fois que j'ai montré mes émotions. Et c'est ressorti par un burn-out un an après, parce qu'en fait, il fallait bien que je les sorte un jour ou l'autre. T'as tout gardé. Il faut libérer la parole, il faut libérer son corps. C'est incomparable, mais je comprends tout à fait cette réflexion sur les... À chacun son degré. Hein. Et puis je trouve que c'est tellement important, cette discussion sur les émotions. Même, je vais te dire un truc pour aller plus loin. Moi, j'ai vu une psy après, parce que obligé, tu vois... merveilleuse expérience, ça m'a transformée. Ouais. Et puis, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était la fin de notre circuit, parce que j'avais réussi à tout comprendre intellectuellement. Mais mes émotions, en fait, elles me traversaient. J'arrivais toujours pas à savoir comment les gérer. Comment gérer, ouais. Et ça, pour moi, c'est la step d'après. C'est, OK, la colère, c'est juste une information. Par exemple, on a tendance un peu à dire, oh là là, la colère, etc. Mais en fait, c'est juste une information que tu as besoin d'être entendu, qu'il y a de la tristesse derrière, qu'il y a une action qui doit être mise, etc. Tout ça, moi, je l'ai appris juste récemment, tu vois. Et les enfants, on leur apprend pas. Enfin bon, c'est tout un sujet. Ouais, bah moi à la maison, c'est la libre parole. Hein, donc, c'est génial. Ça. Quand tu vois le film, Marie Castille a vraiment respecté ça. La soirée Gros mot. Oui, il rigole. Oui, il commence à t'imiter et tout. Exactement. Mais la soirée gros mot, elle était hyper importante. C'est une famille recomposée. 3 filles, 2 garçons. Et les 2 du milieu ont commencé à se moquer de nous, de Susanna et moi. Et on s'est dit, il faut les laisser faire. Et les 2 petites, elles ont dit, ça veut dire que nous aussi, on a le droit alors. Donc ils ont commencé à vanner, à se foutre de notre poire. J'allais dire encore un gros mot, mais ils allaient se foutre de notre poire. Et tu vois, aujourd'hui, il y a un conte Sissi la famille où les enfants continuent à se foutre de notre poire. Aujourd'hui, on a 4 petites filles. Les 2 plus grandes sont sur Sissi la famille. Elles se foutent de notre poire, de Papy et Mamina. Mais cette soirée gros mot, un soir, je voyais vu qu'il y avait trop de pression entre les garçons, les filles et tout ça. Et puis je voyais qu'ils nous en voulaient et tout. Et là, je sais pas ce qu'il m'a appris. Je les regarde, je dis, OK, 5 minutes de gros mots. J'adore. Allez-y, lâchez-vous. Et là, on s'en est pris plein la tronche pendant 5 minutes. Et de temps en temps, comme ça, il y avait une soirée gros mots. Même eux, des fois, ils la réclamaient. Je dis non, c'est pas le bon soir. Et ce qui était drôle, c'était la plus petite, Delphine. Elle savait pas s'arrêter. Donc, on le voit dans le film, t'as vu on le voit dans le film. Tous les gosses font des gros mots, des machins, et ainsi de suite. Et après, je dis stop, c'est fini. Les 5 minutes sont passées. Et Delphine, qui peut jamais s'arrêter, je dis bon, t'es puni. C'est hyper drôle. Parce que c'est ma question suivante. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vachement bien mis en scène dans le film. Là, le sujet, c'est pas avoir un beau papa qui a un handicap. Non. C'est juste ma maman refait sa vie avec quelqu'un qui n'est pas mon papa. Et c'est vraiment des scènes de la vie ordinaire qu'on montre juste entre une famille recomposée qu'on a tous et toutes vécues de « Ah, c'est dégueulasse, ils s'embrassent. Ma maman a une vie hors du fait d'être une maman. Mais comment ose-t-elle ?» Et je trouve que c'est très, très important ce message dans le film et qui est très beau. Et ce que tu racontes avec ces tensions-là, en fait. Qui vient, qui dit « Je peux t'appeler papa » et tout. Et là, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est normal, c'est naturel, quoi. Je les ai élevés depuis toute petite. Donc, pour nous, il n'y a pas de différence. Tu vois, avec Susanna, là, au mois de mai, là, on réunit la tribu. On va au notaire. Moi, j'adopte les 3 filles et Susanna adopte les 2 garçons. On devient une vraie famille. C'est magnifique. Donc, c'est trop chouette, quoi. Bon, là, on va justement parler de Susanna. J'ai une question
Moi, c'est peut-être... Alors, la traversée, évidemment, m'a foutu les frissons et les larmes aux yeux. Mais alors, moi, c'est la fin. J'avoue, j'ai lâché ma larme, la dernière image. Ouais. Parce que qui ne rêve pas d'un couple comme le vôtre, tu vois? Vous êtes tellement beau. Vous êtes tellement beau, mais... Mais on se parle, on chante, on fait beaucoup de choses. Alors, bouge pas, je te pose ma question, parce qu'on est en train d'aller... on est en train d'aller trop vite dessus. Ok. Donc, je le disais, moi, j'aimerais parler de ton histoire d'amour avec Susanna, qui est une histoire d'amour que je trouve vraiment magnifique, et qui... Mais au-delà du handicap, en fait, il y a un moment, c'est juste... C'est votre complicité, votre humour, votre... Je sais pas, j'ai l'impression que votre énergie à tous les deux... Ah bah, elle se complète. Moi, je suis électrique, Susanna est posée. Tu sais, c'est comme le plus et le moins d'une pile. Bah, moi, je suis le plus, Susanna est le moins, c'est pas négatif, hein, mais c'est juste que c'est... voilà, elle me tempère, moi, je suis toujours en action, et elle me tempère, elle me porte, elle m'emporte. Et on le voit dans le film, des fois, ça va trop loin. Enfin, dans le film... Il y a Susanna, le personnage, joué par Lily Fleur-Pointeau, qui est extraordinaire dans le film. Elle est une actrice de ouf. Ouais, je pense que le film va la révéler. Et on en a parlé avec ton attaché de presse. Hein. C'est juste dingue. Donc, tu as Susanna qui est là, l'aimante, et tu as Susanna qui est là, l'aidante. Alors, bouge pas. On va rembobiner. Moi, je veux la rencontre, je veux tout parce que j'adore l'amour. Ah, la rencontre avec Susanna, comment ça s'est fait? On le voit dans le film, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. La plus moderne du monde sur Internet, sur un site de rencontre. Donc, tu décides qu'il est temps. Ouais, 3 ans après la séparation. Voilà, ok. Ouais. Donc, il y a 3 ans durant lesquels tu as besoin de guérir. Exactement, de cette peine d'amour. Il me faut 3 ans. Okay. Donc, oui, parce que je suis un chamallow, moi. Moi, je suis un vrai chamallow. Donc, donc, il me faut 3 ans. Et au bout de 3 ans, je dis, mais qui va être capable de m'aimer, moi? Est-ce que l'amour peut exister aussi pour moi? Alors, je me dis, on vit une époque formidable. Il y a Internet. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. Mythique, pour ne pas le nommer. Hein, parce qu'avec Mythique, tu rencontres. Et le premier message... Alors, au début, j'étais dans la séduction, tu vois, pour discuter avec les dames. Et c'est seulement après 3 ou 4 semaines que les dames me disaient « si on se rencontrait ?» Et là, j'étais là « Oh là, il y a un petit truc que je t'ai pas dit. » Enfin, un détail, du moins 4, tu vois, pas grand-chose. Je suis une personne handicapée. Et là, comme tu vois dans le film, c'est soit j'ai plus de réponse, soit je suis pas infirmière, t'aurais pu me le dire plus tôt. Enfin, voilà, c'est vrai que j'étais pas cool sur ce coup-là. Et un jour, je vais passer une fiche. C'est la fiche de Susanna. Il n'y avait pas de photo. Et je me suis dit, bon, je vais quand même envoyer un petit message, on ne sait jamais, sur un malentendu. Il faut voir la bombe que c'est. Hein, en plus, elle est hyper belle. Quand on s'est connus il y a 20 ans maintenant, c'était un truc de fou. Elle était musclée et tout. Elle soulevait 3 tonnes de nourriture par jour pour nourrir les chèvres. Donc, je vais te dire que c'était Schwarzenegger à elle toute seule. J'ai des images maintenant. Et je lui envoie ce message complètement stupide. Je dis, tiens, je sais pas, j'ai trouvé cette blague comme ça d'un coup et je lui dis, je vais annoncer mon premier handicap. Okay. Je lui dis, écoute, comme tu le vois sur la photo, moi j'avais mis une photo avec un grand sourire, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je les ai pas retrouvés. Je dis, là, mon gars, ça répond à ça, celle-là, t'es roi du monde, t'es un champion. Ouais. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide. Elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Oh. Et ça fait 20 ans qu'on cherche mes cheveux. Donc, vous avez trouvé l'amour. Bah ouais, carrément. Et puis après, sa première réponse, je lui ai envoyé après un mail d'1 kilomètre de long, l'accident, la reconstruction et tout, j'étais direct. Ça, c'est intéressant. Je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. C'est fou comme on arrive à profondément connecter quand on est soi-même. Tu sais, dans le dating, on essaie toujours de faire plaisir pour que l'autre... On s'imagine une version qu'on devrait être pour plaire à l'autre. Et en fait, là, c'est la première fois où tu dis j'enlève le masque, je me livre direct. Et en fait, on devient super séduisant. C'est fou, ça quand même. Hein, ça fonctionne. T'as vu? Tu sais, quand je rencontre des personnes ou n'importe qui, que ce soit le président de la République ou Elon Musk pour partir dans l'espace, je crée pas un personnage. Il rencontre Philippe. Très sérieux dans mes aventures, mais dès qu'il y a une connerie, je la dis, quoi. J'adore ça. Donc, je vais pas changer. Si on crée un personnage, on est malheureux toute sa vie. Hein. Et puis, on est malheureux. C'est terrible de vivre dans un personnage, de pas être soi-même. Ouais, c'est fatigant. Donc, non, c'est horrible. Et donc, j'envoie ce message à Susanna d'1 kilomètre de long, l'accident et tout. Elle me répond, non, mais je cherche juste des amis. Je lui dis, vas-y, c'est un site de rencontre, toi. Et après, on est passé au téléphone, on a passé des nuits au téléphone. Mais quand je te dis des nuits, ça a passé des semaines. Et on s'est même dit je t'aime la première fois au téléphone. Ok. Sans cette vue. Ce qu'on ne voit pas dans le film. Et non, on ne le voit pas dans le film, ça. Et la première fois, on se dit. Sans vous être vus. Tellement on s'est parlé. Tellement on s'est expliqué. On ne pouvait plus se séparer. On passait des nuits. Le lendemain, elle allait travailler.
Et moi, je dis, ah non, encore un petit peu. Et elle, ah ouais, moi Oh. aussi, j'ai envie de rester. Et on se racontait tout, et c'était sans fin. Et on s'est Tu dit, je dev- t'aime. Tu Et un devais jour, elle est venue à la maison. Et tu devais être tellement stressée parce que, ok, elle-même, mais elle m'a pas encore vu. Ouais, mais elle savait, je lui ai tout expliqué et tout. Bien sûr. Donc, elle était tombée amoureuse du personnage qui lui parlait. Il y a un Du terme père. là-dessus, elle l'a dit Suzanne l'autre jour. Quand on est amoureux avec quelqu'un avec qui on parle, on est amoureux de son esprit. Ouais. Et il y a un terme, je me rappelle plus le terme qu'elle a dit, mais bon, bref, on retrouvera. Mais n'importe quelle personne, même Susanna, moi j'aurais trop peur. Ouais. Tu dis je t'aime à l'autre, mais la personne t'as pas encore vu. Enfin, genre pour n'importe Bah, quelle ouais, mais personne, tu vois. le fait d'avoir échangé tous les deux, de s'être raconté nos lives comme on l'a fait, et à rigoler, mais on se Ouais, racontait ouais, nos lives ouais. et on rigolait, Ouais, on rigolait, génial. on rigolait, Ouais. on rigolait. Enfin, c'était 20 sur 20 tous les deux. Et on continue encore aujourd'hui. Enfin, on rigole, quoi. Donc, et un jour, elle est venue à la maison. Ok, waouh, Et avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges. classe. Et là, je dis, oh, c'est pas le garçon qui fait ça dans ma maison. Ouais, c'est clair. Et moi, j'étais tout timide, j'étais tout penaud comme ça, là. Comme dans le film, c'est que le garçon, il met ses bras comme ça derrière. Ouais. Pierre Rabin, l'acteur qui joue mon rôle. Et Qui est elle un me fait un super bisou acteur sur la joue, Mm. sur l'autre joue. Mm. Et d'un coup, elle me fait un petit bisou sur la bouche. Je dis, oh. Là, je pense que c'est bon. Et là, ouais, là, le cerveau, il fait... Ouais. Le cerveau, le cœur... Et voilà, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Mm. Et il y a une belle scène dans le film, parce que Susanna l'a vraiment fait. C'était le 2e ou 3e week-end après qu'on se rencontre. Elle était venue à la maison et elle a pris mon bras gauche Mhm. et elle lui a fait un bisou. Mm. Elle lui a fait un bisou, elle l'a caressé, elle a monté ses mains, parce que mon bras gauche est très très abîmé en haut. Mm. Et d'un seul coup, j'ai senti mon bras revivre. Mm. Je me suis dit, waouh, j'existe, je suis là. Et il y a une femme merveilleuse qui est à côté de toi, qui est en train de te faire un bisou à ton bras et tout. Et là, et Ah après, ouais. on voit cette scène merveilleuse où il y a cette relation, c'est l'amour quand on fait l'amour, et que Mm. c'est juste trop beau, quoi, cette scène. Elle est belle parce que Marie Castille a fait des choses extraordinaires avec ses mains qui apparaissent en Ouais, ombre ouais, chinoise. ouais, c'est c'est hyper trop beau. élégant. Ouais, C'est ouais, trop, ouais, trop ouais. beau. Enfin, c'est une belle scène, quoi. Et puis ça parle du besoin en tant qu'humain d'avoir du toucher. Mais bien sûr. C'est ça aussi, Ah ouais, mais puis l'intimité. moi, je suis tactile, c'est- j'adore ouais. faire les câlins, j'adore faire les bisous. Enfin, Mm. moi, à la maison, les enfants, quand ils partaient voir un copain, je dis hop, 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 bisous. Hop, ils revenaient, hop, 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 bisous. Bah alors après, ils savaient, quoi. Mais même s'ils sortaient dans le jardin, il fallait qu'ils fassent un bisou. Il revient, il fallait qu'il fasse un bisou, quoi. Mais papa, j'étais dans le jardin. Bah oui, mais t'es parti. Et là, t'es revenu. Donc, elle me fait un bisou. C'est trop chou. On n'a pas eu les mêmes papas. Hein, mais bon. Ouais, c'est tellement beau cette histoire-là. Et je vais poser mes autres questions parce que j'ai envie de continuer à discuter dessus, aussi de cette famille recomposée. Ouais. Donc toi, t'as pas encore ce projet de traverser de la Manche. Non. Et tu rencontres les enfants de Susanna. Ouais. Tu peux me raconter? Ah, la première fois qu'on s'est vu avec les enfants, c'était chez elle, dans une ferme. Mhm. Elle était éleveuse de chèvres. Hein. Mhm. Elle s'occupait de 350 chèvres. Et c'était dans une vieille ferme et ainsi de suite. Il y avait un vieux canapé et tout. C'est là où elle s'était sauvée de son ex-mari. Elle s'était enfuie, elle s'était cachée dans cet endroit-là. Et j'arrive avec mes 4 prothèses. J'avais les bras, les jambes et tout. Et les filles, Susanna me dit, bah, si tu veux, assis-toi là. Les filles vont arriver. Et elles arrivent de leur chambre. Et là, les 3 foncent sur moi. Elles me posent 3 milliards de questions. Mm. Comment tu fais pour faire pipi? Comment tu fais pour manger? Comment tu fais... 3 milliards de questions. Ça a duré 30 minutes max. Ouais. 30 minutes max, et au bout de 30 minutes, j'avais Ok. des poupées sur moi, j'avais plein de trucs. Je faisais partie du décor. C'est C'était trop adopté. chou. C'était adopté. J'avais plein de trucs sur moi, je dis ça y est, c'est bon, c'est parti. Ça montre aussi la manière dont elle les a élevés, Susanna. Ouais, mais tu sais, ouais, exactement, exactement. Avec plein de bienveillance, plein d'amour. Et mais tu sais, les enfants du monde entier sont comme ça. Tu sais, quand on a relié les 5 continents, la nage, en 2012, on a été à la rencontre des peuples avec les enfants. Mais un enfant, au début, il pouvait arriver. Moi, si tu regardes Nager au-delà des frontières, sur mon site internet, philippecroison.com, Ok. il y a une catégorie documentaire. Et tu regardes Nager au-delà des frontières, quand on a relié les 5 continents. Et tu vas voir, quand on arrive, même chez les papous, je joue avec les enfants. On est chez les papous, je prends le fauteuil, j'en vois 1 ou 2, et j'accélère sur un. Ouais. Hop, j'accélère sur l'autre. Et au début, ils ont peur, les gamins. Et à la fin, Ouais, ils se quand tapent des barres. ils jouent avec toi, ils s'amusent avec toi, le handicap disparaît. Et quand on est avec les Inuits, c'est pareil. Les petits Inuits, les Esquimaux, quand on traverse le détroit de Bering, et les enfants ont peur, je fonce sur eux, et à la fin, tu vois dans la vidéo, je fais une queue leu avec tous les petits Inuits, quoi. Mais tous les enfants sont comme ça. Ils ont une petite appréhension au début, mais dès que tu joues avec eux, ça y est, c'est parti, c'est fini, quoi. Parce que je trouve que c'est important ce regard d'enfant. Hum. Bon,
qui est là, qui va poser des questions parce qu'il y a une ouverture du cœur, en fait. Mais il y a une curiosité, mais qui est mignonne, tu vois. Il n'y a pas de limite chez les enfants. C'est comme les jeunes adultes, quand je vais dans les centres, les IME, les ESAT et ainsi de suite, bah, c'est comme des enfants, il n'y a pas de filtre. Donc, ils vont te poser la question qu'eux, ils ont dans leur tête, point barre. Alors qu'un adulte, bah, ça y est, il a des limites, il a des cases, il a des machins, je ne peux pas aller plus loin, et ainsi de suite. C'est ça. Donc, moi, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai un peu... je pense que j'ai gardé mon esprit d'enfant. Oh, ah bon? Ah ouais, non, mais c'est sûr et certain. Moi, je suis un grand enfant. Il faut que je m'amuse en permanence. Si je ne m'amuse pas, je viens de le voir. Si je commence à m'ennuyer, ainsi de suite, c'est elle qui dit allez, c'est bon, prends ton fauteuil. J'ai un gros fauteuil tout terrain. Va te faire une balade. Va trouver des gens, va discuter, mais reste pas dans le coin. Et voilà, donc j'ai cette âme d'enfant même avec mes petites filles. Hein. Je dis avec papy, on fait des bêtises. Et on dit des gros mots. Je dis c'est bon, c'est vendu. Mais alors, je sais que chaque personne est différente, mais toi, tu recommanderais quoi aux gens qui nous écoutent, qui ont envie de mieux intégrer les personnes handicapées sans qu'il y ait ce truc de... Parce que tu sais, parfois, il y a une sorte de lourdeur. Mais ça, c'est notre société. Tu vois? Et alors, toi, tu dirais quoi à ça? Je dirais déjà, il faut comprendre pourquoi la France, parce que c'est très français. Tu trouves que c'est très français? Ouais, c'est très français. Okay. C'est très français. Les pays anglo-saxons, le Japon, les pays nordiques, c'est vraiment une autre ouverture d'esprit. Je t'explique rapidement, mais c'est intéressant. Première Guerre mondiale. Il faut remonter jusque-là. Première Guerre mondiale, il y a plein de gueules cassées, les gens amputés, ainsi de suite. Il ne faut pas les montrer. Il ne faut pas qu'ils aillent dans les villages. Faut pas qu'ils dans un hôpital particulier. Les cacher. Exactement, il faut les cacher. Deuxième Guerre mondiale, on fait la même chose. Contrairement aux anglo-saxons, les Américains, ainsi de suite, tout blessé qui rentre, c'est un héros. Il faut faire que la société soit adaptée pour lui. Et nous, notre société, elle ne s'est pas adaptée, puisqu'il n'y a aucun blessé qui est rentré dans la société réellement. Il n'y avait pas de personnes handicapées. Le handicap n'existe pas dans l'armée. Tu vois, même encore aujourd'hui, l'armée française, un héros, c'est un soldat mort. On l'emmène aux Invalides, on lui met un drapeau bleu-blanc-rouge et on lui remet la Légion d'honneur. Ça, c'est un héros. Mais un mec qui rentre amputé d'une jambe parce qu'il est sauté sur une mine, t'en entends parler? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Alors qu'un soldat américain, là je vais dire une vulgarité, qui rentre avec une balle dans le cul, non mais sérieux, c'est un héros. Oui. Bah ouais. Pardon, je suis une enfant aussi, tu me dis balle dans le cul, j'ai envie de rigoler. Ouais, mais le mec, c'est un héros, quoi. Tu vois, contrairement à nous. Donc ce qui fait que culturellement parlant, le handicap a toujours été une gêne chez nous dans notre pays. D'accord. C'est culturel. Et donc, c'est seulement depuis la loi de 2005, depuis Jacques Chirac, qu'a créé cette loi extraordinaire, la loi du handicap, avec l'accès à l'école, l'accès à l'emploi, l'accès au commerce, l'accès au cinéma. Voilà, tout ça, ça a évolué depuis 2005. Bien sûr, il y a encore du travail à faire. Mais sans cette loi, avant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est récent, en fait. Mais ouais, c'est très récent. C'est ouf. Donc, le changement de regard, il commence là. Après, le vrai gros changement de regard pour moi, c'est Londres 2012. Les Jeux paralympiques de Londres 2012, qui ont été une révolution dans le monde entier. Après, les autres Jeux paralympiques avant Paris 2024, c'était un peu, voilà, on s'en foutait un peu, c'était merdique. 2024, on regardait tout, c'était incroyable. Exactement. Les mentalités ont changé. Ouais, c'est vrai. Regarde, une fiction qui traite du sujet du handicap à la télévision, c'est un carton. Un film au cinéma qui traite du sujet du handicap, c'est un carton. Donc, on va faire un carton. Il est vraiment bien, votre film. J'insiste. Donc, voilà, ça veut dire que les mentalités ont évolué. Les mentalités ont changé. On est dans ce changement. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a toujours des réfractaires. Il y a toujours des gros cons qui vont se garer sur les places PMR. Tu vois, il y a même des gens, tiens, je te dis un truc, il y a à peu près à Paris entre 30 000 et 40 000 fausses cartes de stationnement PMR. Ok, wow. Tu te rends compte? C'est beaucoup. C'est juste fou. Mais t'achètes ça sur Internet pour 300 balles. Mais je suis en train de donner un tuyau pour les gens qui Oui, c'est ce que j'étais là. Ah bon? Donc, ne le faites pas, c'est ridicule. Et surtout, c'est une grosse amende. Et donc, d'ailleurs, il faudrait retirer le permis à tous ces gens qui font ça. Donc voilà, on est dans ce changement de mentalité, mais il y a encore beaucoup de boulot. Ok, super intéressant d'avoir un historique sur le sujet et je trouve que c'est fou de se dire que le regard est très très différent. Toi, tu te rends compte d'un pays à l'autre. Mais même quand je vais au Maroc, le Maroc, enfin, je trouve ça extraordinaire. Quand je vais à Marrakech ou je ne sais où, j'arrive, il y a un trottoir. Mais je te promets, mon fauteuil est en l'air, je me retrouve sur le trottoir. J'ai rien demandé à personne et on m'aide automatiquement. Si je suis à Paris, qu'il y a un trottoir, ça défile. Hein. Excusez-moi, je peux avoir un trottoir. Merde, c'est parti. Donc, mais toujours pareil, j'aime toujours demander un coup de main, même si je suis à Paris, qu'il y a un restaurant, il y a une marche. Et ça, c'est important. Parce que je vais arrêter 2-3 gars sur le bord du trottoir. Je dis, les gars, il y a le menu là, il me plaît. J'ai envie d'aller manger là. Vous pouvez m'aider? Les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'aider, ils vont porter mon fauteuil, je rentre dans le restaurant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Moi, je vais avoir un large sourire
Et les 2-3 gars qui repartent sur le trottoir, qu'est-ce qu'ils ont? Un sourire. Un sourire aussi, Il y a eu un moment de partage. Ouais, Il y a eu un moment de partage de quelques secondes, mais il y a eu un moment de partage. Mm. Et c'est ça qu'il faut déclencher à chaque fois. Ok. Et moi, j'adore ça. J'adore déclencher ce moment de partage. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est un peu plus difficile de déclencher ce moment-là de partage. Parce que des fois, tu interpelles des gens dans la rue, moi, il y a des trucs qui me font marrer, et je vois la personne, j'ai envie de rire avec elle. Ça me fait tellement rire son truc. Ah, mais. On me prend pour une folle. Ben ouais. J'adore parler dans la rue. Et C'est ça. j'étais à Los Angeles l'année dernière, et dans la rue, tout le monde se Tout le monde se parle. J'ai essayé de refaire ça en France, mais on me prend pour une zinzin. Eh Enfin, oui, limite, les gens prennent leur sac à main. Tu vois, genre, pardon, désolé. Donc oui. C'est vrai que tu fais peur quand même. Oui, je sais. Non, on me le dit beaucoup. Après, oui, Paris, c'est quand même assez particulier. Et alors, ne parlons même pas du fait que ce soit absolument pas adapté. Ouais, il y a du boulot. Il y a eu Paris 2024 qui a amélioré les choses, mais bon, il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est intéressant parce que toi, tu retournes le truc en disant, en fait, ça peut créer un moment de partage là où les gens se sentent gênés, mais ils ne se rendent pas compte que ils peuvent, dans la bataille, ils perdent aussi un moment de partage qui aurait été beaucoup plus chouette. Ouais, exactement. C'est comme l'accès à l'emploi des personnes handicapées, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est-à-dire que le chef d'entreprise qui n'a pas le temps, des fois, il a la tête dans le guidon, il crée une mission handicap ou ainsi de suite, parce que je fais beaucoup de conférences dans les grosses entreprises. Mais très souvent, je leur dis, OK, mettez-moi 3 managers ici, OK de n'importe quel truc, n'importe quel service, mettez-moi 3 managers. Et dites à vos 3 managers, ça y est, on a une politique emploi handicap dans l'entreprise, on va embaucher des personnes capables autrement. Les 3 managers, leur première réaction, c'est « Ouais, qu'est-ce que je suis content de travailler dans cette boîte. Franchement, on est ouvert au monde, c'est vraiment beau. Hein. » Et la deuxième réaction derrière, c'est « Oui, mais tu le mets dans l'équipe de Christophe ou dans l'équipe de Youssef. Parce que moi, j'en veux pas dans mon équipe de ton virus, là. Si c'est moi qui l'ai, la personne handicapée dans mon équipe, ça veut dire que je vais perdre des parts de marché. Je vais être moins compétitif. Parce qu'il a toujours cette image collective de handicap égale non performant, non compétitif. Une gêne. Et c'est ça qu'il faut changer comme image dans le monde de l'entreprise. C'est de dire, mais non, ce jeune, il a Bac+3, Bac+5, ou alors il a une formation, il attend qu'une seule chose qu'on m'a accordé moi pour traverser la Manche ou réaliser mes aventures, juste la confiance qu'il mérite. Et là, il va tout défoncer. Au contraire. Et c'est juste génial. J'avais vu des stats que je devrais retrouver, donc je ne vais pas citer de source officielle, peut-être TikTok, tu vois, pour ce qu'on en sait, mais qui était hyper intéressant. Sur le regard qu'on porte sur le handicap, tu vois, on peut se dire, oh là là, comme tu dis, ça va me faire perdre des parts de marché. Ouais. Moi, je vois quelqu'un comme toi qui a une résilience de malade, qui est capable de persévérer 10 fois plus que la plupart des gens que je connais dans mon entourage, qui a un mental de malade. En fait, changeons aussi notre regard sur les qualités de la personne qu'on a en face de soi. C'est des ultra-performeurs. Un jeune qui a été à Bac+3, Bac+5, il est performeur. Hein. Oui. Parce qu'il faut y arriver. Hein. Exactement. Quand tu es en PMR, il faut y arriver jusqu'à l'université et ainsi de suite. Hein. Donc, mais le parcours, c'est exactement le même parcours pour des jeunes qui font des études que tous ceux qu'on a vus pendant les Jeux paralympiques de 2024. C'est le même parcours. C'est pas de dire je veux l'admiration des gens valides, je veux juste travailler et faire du sport comme tout le monde. J'ai juste envie d'être autonome, ne pas vivre au crochet de la société, vivre du fruit de son travail. Enfin, c'est la base, quoi. C'est la base. Donc, voilà. Et aujourd'hui, les entreprises crient au secours, ils manquent de bras. Bon, moi, ils m'ont appelé, je leur ai dit, les gars, c'est pas la peine. Mais, c'est toi qui l'es fait. Mais pensez à mes collègues. C'est que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à la normale. Donc, c'est pas logique. Ça m'en triste parce que, oui, en fait, ce que tu dis, c'est... Tout le monde a droit à la dignité, au respect de soi, et ça en fait partie. Et c'est tellement important. Et on est dans une société dans laquelle le travail te donne une place. Et lorsqu'on te le retire, on te retire ta place dans le monde. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Reparlons de cette traversée. Je me permets des petits pas de côté parce que je suis désolée pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui auraient espéré avoir juste ta traversée, mais on l'a aussi beaucoup entendu. Non, ceux qui nous écoutent, ils veulent tout, là. Et moi, justement, je veux ouvrir plein de portes. Bon, tu décides de te mettre ce challenge-là aussi parce que j'imagine qu'il y a l'amour de Susanna qui te redonne aussi cette énergie d'y croire. Carrément. On dit que l'amour donne des ailes, moi, elle m'a donné des palmes. Donc c'est plutôt cool. Non, après, honnêtement, la traversée de la Manche, bon, je l'avais vue sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille après 2 mois de coma, Grégory arrive au monde, on l'a expliqué tout à l'heure, et je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et comme dans le film, exactement, on voit les images de Marion Hans, cette gamine, 18 ans qui traverse la Manche. Et moi, je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi.
J'ai pas encore été en centre de rééducation. C'est pas tendance en plus à l'époque. Ouais. C'est et je vrai. vois cette fille qui traverse la Manche et je dis waouh, pourquoi pas moi un jour. Et ça reste dans ma tête. Et c'est pas un truc qui me harcèle. Hein. Et 14 ans plus tard, quand je fais un saut en parachute que mes enfants m'offrent, là j'ai cru qu'ils voulaient se débarrasser de moi à ce moment-là, et je fais ce saut en parachute et là il y a une journaliste de France 3 qui me dit c'est quoi votre prochain rêve? Je dis un jour peut-être que je traverserai la Manche à la nage. Et après cette information, elle me dit si un jour vous me le dites, je dis ouais bien sûr. Et je le dis pas à Susanna. Contrairement au film où là on passe tout de suite à la réalité des choses, mais je le dis pas à Susanna et elle m'invite sur le plateau du 19-20 à réagir au discours du président de la République à l'époque, un discours sur le handicap. C'était Nicolas Sarkozy à l'époque. Et il fait le discours et je réagis au discours et la journaliste que j'ai vue sur le terrain d'aviation avait passé une information à sa collègue sur le plateau télé, mais apparemment pas une bonne information. Et là, en plein direct, la journaliste me regarde et me dit « Alors, comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage ?» Et moi, je fais « Hein ?» Et là, mon cerveau, il fait « Vous ». Il a qu'une note, il veut se barrer. Il y a un vieux tiroir qui s'ouvre, plein de toiles d'araignée, plein de poussière. Il y a un mot qui sort de là-dedans sans que je le contrôle. Il arrive à ma bouche. Et en plein direct à la télévision, j'ai fait « Oui ». Et l'aventure était lancée. Wow. C'était parti. C'est cool parce qu'elle t'a presque obligé à... Ah bah ouais, carrément, c'est le coup de pied au cul que j'avais besoin pour démarrer l'aventure. Et je sors du plateau télé. Là, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble avec Susanna. Elle me regarde, elle me dit, c'est quoi traverser de la Manche à la nage? Et moi, je la regarde, je fais, je sais pas. Ah ouais. Elle dit, comment ça, c'est pas? Je dis, non, j'ai vu ça il y a 14 ans sur mon lit d'hôpital, mais je sais pas ce que c'est, quoi. Et on rentre à la maison. Et pour la première fois de ma vie, je tape traverser de la Manche à la nage. Oh là là. Et là, je vois 34 km à vol d'oiseau, température de l'eau de 14 degrés, taux de réussite chez les valides depuis 1875, depuis la première traversée, 10%. Je dis, oh la galère. Et la première personne à convaincre, c'était Susanna. Ouais. Je l'ai regardé dans les yeux, je dis, écoute chérie, j'y vais, mais seulement si tu me dis oui, quoi. Réfléchis bien, ça va être dur quand même. C'est sympa, ça, la pression que tu lui mets. Ouais, mais moi, je voulais pas qu'elle dise oui, moi. Oui. Et elle, par amour et par ignorance comme moi, elle a dit, bah oui, je vais t'aider. Oh merde. Ok. Personne ne veut m'arrêter, s'il vous plaît. Et c'était parti, quoi. Bah justement, en parlant d'arrêter, il y a un passage du film qui m'agace, c'est que tout le monde, au lieu de dire « Philippe, ça va être très compliqué », on te dit ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, mais on t'accompagne avec amour, tout le monde te dit « Tu n'y arriveras pas ». Ah, c'est un truc que je déteste dans la vie. Mais t'as vu, Pierre Rabin, on l'a maquillé, on l'a mis à un gros ventre, ainsi de suite, parce que j'étais gros. Je faisais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. Enfin, quand j'ai commencé, faut imaginer un mec qui n'a jamais fait sport de sa vie, qui a 40 ans, qui est gras comme un lardon, qui est devant la télé. Et qui est devant la télé, un sportif canapé, quoi. La boisson gazeuse, le paquet de chips. Et j'engueule les athlètes, quoi. Je suis un vrai, quoi. Et il faut transformer ce bonhomme. T'arrives à la piscine, l'entraîneur a te regarde, c'est quoi ce truc? Vous êtes con ou vous faites exprès, là? Et comme dans le film, la première fois qu'on m'a mis à l'eau, j'avais pas dit à mon équipe que je savais pas nager. Je voulais faire la surprise, j'ai pas été dans le bon sens, j'ai coulé. Donc ils sont venus me chercher au fond de la piscine. Et quand je remonte, dans le film, il y a que mon entraîneur, mais là, il y avait toute l'équipe qui était là. Et tous me regardent, ils me disent, mais Philippe, rentre chez toi, quoi. Rentre chez toi, mec. Enfin, c'est gentil, on est venu, tu vois, c'est sympa, mais rentre chez toi. C'est pas jouable, ton histoire. Je dis, non, je rentre pas chez moi, non. Je dis, c'est mon rêve, c'est mon objectif. Je dis, je vous file le paquet, transformez-moi. Et c'est là, comme dans le film, ils disent 4 ans. Et je dis, mais 4 ans, je vois pas le bout du tunnel, il n'y a pas une lueur d'espoir. 2 ans. Vous avez 2 ans pour me transformer. Et on est parti pour 2 ans d'entraînement. C'est une sacrée phrase. Ça, je me disais même durant ce passage-là, mais tu dois ressentir beaucoup d'humiliation, quoi, quand on te dit rentre chez toi. Non, c'est pas ce que tu as ressenti. Ah non, ça me motive. Ça me motive à 1000%. T'avais ce caractère-là avant l'accident? Je suis né optimiste. Ok. Je suis né optimiste. Ça, c'est il y a 2 personnages qui m'ont élevé, ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère dans le dur, avec énormément d'amour. Je l'ai dit tout à l'heure. La Bretonne. La Bretonne, exactement. Énormément d'amour, mais très très dur. Souviens-toi de tes racines, mon petit garçon. Souviens-toi d'où tu viens. Et ma mère qui m'a toujours fait faire des conneries. Toujours déguisé, chanter, ainsi de suite. Donc ça fait le personnage que je suis devenu aujourd'hui. Très sérieux dans mes aventures, mais dès qu'il y a une connerie à faire, je suis bénévole, je suis volontaire. Donc je fonce sur la connerie. Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment mon trait de caractère. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, quand on me dit c'est pas possible, tu vois, même quand je m'entraîne avec les gendarmes en Charente-Maritime, j'ai commencé l'entraînement et faut que j'aille en mer un petit peu pour voir. Et j'écris au ministre de l'Intérieur, je n'étais pas connu encore. J'ai dit bonjour monsieur le ministre, voilà, je veux traverser la Manche à la nage. Pour ça, il faut que je m'entraîne en mer. Vous voulez bien me prêter les gendarmes en Charente-Maritime? Et si par la même occasion, vous avez l'hébergement, la nourriture, ça m'arrangerait. Et le mec me répond oui. C'était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Ouf. Il me répond oui. Et je m'entraîne avec les gendarmes. Mais t'as eu comment le contact? Attends, Philippe, t'as eu comment le contact? Sur Internet. Enfin, t'écris au ministre, quoi. Quoi?
Bah oui. Je savais pas qu'on pouvait. Ah bah si, tu peux même écrire au président de la République. J'ai écrit à Brigitte il y a quelques Ouais. années. Bah, elle m'a pas répondu. Aïe. Et ben moi, j'avais écrit à Jacques Chirac il y a quelques années. Et on Alors, était en 1998. Et j'étais pas connu, j'étais personne. Et il m'a invité à la Garden Party. Et je me suis retrouvé avec l'équipe championne du monde de foot. c'est pas vrai. Avec Zidane, tout le monde m'a signé un Arrête. ballon. Quoi? Avec toutes les signatures de tous les joueurs. Parce que j'ai écrit au président de la République. Je dis voilà, je veux venir manger chez vous. Vous voulez pas m'inviter pour la Garden Party? Et quelques jours plus tard, j'en reçois une lettre, vous êtes invité par le président de la République. En plus, c'est bientôt les élections, donc je pense que c'est très smart. Mais tout est possible à celui qui ose. Bah, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est vraiment ce que j'explique dans mes conférences, c'est que tout est possible à celui qui ose. Aujourd'hui, on vit dans une société, enfin, on a créé une société où tout le monde est victime de quelque chose. Je suis victime de ma société, je suis victime de mon voisin, je suis victime de mon club, je suis victime de... Mais bordel, prends-toi en main. Mais moi aussi, j'étais victime de mon accident, j'étais victime de mon handicap. Pendant 10 ans, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'au jour où je sors de mon canapé, je dis, je vais me reprendre en main. Sans jeu de mots cette fois-ci. Mais je vais me reprendre en main. Et je vais aller de l'avant. Ouais. Et j'ai compris une chose importante, c'est qu'il fallait que j'arrête que ce soit les gens qui viennent vers moi. J'attendais que les gens viennent vers moi pour me donner un coup de main. Mais jamais personne n'est venu. Et c'était à moi d'aller voir les gens, d'aller leur demander un coup de main. Mais malheureusement, notre société, je l'ai dit tout à l'heure, demander un coup de main, ça se fait pas. C'est pas bien, c'est pas beau. Mais ça, je l'ai appris. Et surtout, j'ai compris qu'il fallait vraiment oser bousculer les gens, oser demander des coups de main. Mais franchement, les gens aujourd'hui, ils vivent dans cette société où ils ont peur de tout. Et ça, c'est vraiment le gros frein, la peur. Moi, aujourd'hui, je ne me fixe pas de limite. Quand j'ai une envie, un rêve, j'y vais. C'est après que je me rends compte, c'est peut-être un peu con ou un peu foufou ce que je suis en train de faire, mais je m'en fous. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies, des objectifs, mais tout de suite, en deuxième position, ils vont mettre la peur. Avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque? Mais ouais, et là, c'est fini. Et c'est l'objet de mon podcast. Je me rends compte que ceux qui m'écrivent, la plus grande peur, et qui est chez moi aussi, hein, vraiment, je me mets pas en sachant, mais c'est la peur d'échouer qui paralyse. C'est terrible. Tu te rends compte? C'est terrible. Alors, après, c'est ces gens-là qui vont dire « Oh merde, si j'avais su !» Ouais. Tu vas dire « Oh merde, si j'avais su !» Ouais. Mais c'est la phrase la plus con au monde. Parce que on le sait. C'est juste notre peur et nos doutes qui nous freinent. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus de peur et j'ai plus de doutes. Et c'est peut-être pour ça qu'on réussit nos aventures à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas de limite. Et quand il y a un obstacle, eh ben, on va se poser devant l'obstacle et on va réfléchir. Peut-être que je vais pleurer, parce que je pleure beaucoup. Dans toutes mes aventures, on m'appelle la chialeuse. Mais c'est bien, tu Mais relâches. oui, j'évacue. Bah ouais. J'évacue la mauvaise énergie et je repars. Bien sûr. Mais j'ai besoin, c'est dans ma nature, je suis comme ça. Et donc je vais réfléchir, est-ce que je fais péter le mur, je creuse, je passe au-dessus, je prends une échelle, mais je vais passer par-dessus ce mur qui me freine. Rien peut arrêter la bestiole. C'est tellement important ce que tu dis sur déjà cet optimisme qui fait voir la vie non pas de manière naïve, mais avec des... C'est pas le bisounours, Exactement, c'est très important. Et Ouais. d'ailleurs, tu l'incarnes, hein, que c'est pas un bisounours. Mais juste cette possibilité de... on voit toujours le négatif, et si ça se passait bien? Eh oui. Juste poser cette question-là. Mais tu sais, tu l'as très bien dit, on a peur de l'échec, contrairement aux anglo-saxons, encore une fois. Que quelqu'un qui a échoué aux États-Unis, c'est le mec, ça veut dire qu'il a de l'expérience. Un chef d'entreprise en France qui a échoué, qui veut recréer une boîte derrière, Ouais, c'est mort. courage. Parce que les banques ils vont dire, oh là là, vous avez échoué vous? Ah bah non monsieur, allez voir ailleurs. Aux États-Unis, les mecs ils disent, vous avez échoué là? Ah, donc vous avez de l'expérience. Vous voulez combien? 200 000 $? Bon, on vous en prête 400. Parce que votre expérience, ça va être valable. Et chez nous, on dit, oh là là, t'as échoué? Oula, t'es pas un bon toi. Et puis, dans la société, c'est la mort d'un persona, d'une incarnation de pouvoir, de puissance. Et tout d'un coup, on montre sa vulnérabilité. Ouais. Et ça, on n'aime pas. Oui. Et ça, on n'aime pas. Mais moi, je m'en cogne le coquillard, mais d'une puissance incroyable. Ouais, je m'en fous. Je suis mort le 5 mars 94. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. C'est du bonus. Pourquoi je vais m'emmerder à réfléchir, à dire je vais pas y arriver? Non, c'est mort ça. J'avance. Et regarde où on est aujourd'hui. Enfin, je suis avec toi, il y a un film qui va sortir au cinéma. Tu te rends compte? Mais jamais de toute ma life, j'aurais imaginé tout ça. Jamais. Jamais. Je me suis dit ça tout à l'heure en préparant l'interview, que d'un côté, si on t'avait montré le film de ta vie, t'aurais été terrifié en te disant oh, mon déjà, Dieu. j'aurais pas traversé la Manche. C'est clair. Déjà, j'aurais connu la galère avant. Oh là, Exactement, parce que c'est terrifiant, c'est trop d'informations et puis on voit que le côté négatif justement parce que voilà. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est de voir à quel point ta vie t'a amené à être un porte-parole qui aide beaucoup. Déjà, on va commencer par là parce que
même ton humour, il y a quelque chose qui est génial chez toi et qui embarque profondément. Ouais. Et puis, il y a le fond aussi derrière qui est là chez toi. Et rien que ça, si on oublie tous les exploits, si on oublie tous les projets, tu te rends compte ce que tu peux apporter et ce que tu laisseras un jour dans 120 ans, dans 130 ans. Mais je réfléchis pas à ça, parce qu'après, j'ai peur que les chevilles, c'est mort, ça peut pas enfler, mais non, et puis même, ça enlève de jamais la grosse tête, l'instant parce que Susanna est là pour me tempérer tout le temps. Mais, et puis, c'est pas mon état d'esprit. Mais non, enfin, quand on regarde derrière, on dit, ouais, putain, c'est moi qui a fait ça. Mais Ou là, avec Susanna, des fois, on se dit, waouh, le truc de dingue qu'on arrive jusqu'à maintenant, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, parce qu'il y a un truc que tu dis, c'est à la fin, tu dis, regarde ce qu'on a fait. Ouais. Parce que c'est important. Ah, le on. Bien sûr. Alors, celui qui dit je, il faut le fuir comme la gale. Ouais. Lui, c'est un poison, c'est qu'il a rien compris à la vie. Il a rien compris. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Tu m'entendras jamais dire j'ai ou je ou ah non, c'est le collectif toujours. Enfin, moi, depuis que j'ai eu mon accident, il y a toujours un collectif autour de moi. Ça a d'abord été les pompiers, le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation et ma famille, mes amis quand je suis rentré à la maison. J'ai eu cette chance inouïe d'avoir eu un entourage de dingue qui m'a supporté pendant mes phases de dépression et de colère, qui a tenu le choc et qui m'accompagne encore aujourd'hui, et Susanna, et ma famille, mes enfants. Donc, et moi, je suis là pour les guider aussi. Bien Quand sûr. les enfants ont besoin de moi, je suis là. Donc, mais ça aussi, encore, je pense que ça se provoque. C'est un état d'esprit. Et je voulais te dire aussi, c'est que moi, contrairement à peut-être à beaucoup de personnes, c'est que j'ai pas de plan de carrière. Mais j'ai pas de plan de carrière, j'avance. Et quand il y a un truc qui se fait, je suis l'homme le plus heureux du monde. Si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Il y aura autre chose. Et c'est là où des fois, j'ai entendu des gens des fois un peu aigris en disant « Ouais, lui, il se la pète, machin, il fait des trucs, machin. » Je dis « Ouais, mais moi, je m'en cogne totalement le coquillard. J'ai pas de... » Tu vois, quand je fais des médias, des choses comme ça, ils disent que je suis un bon client. D'accord, mais je cherche pas à aller faire des médias. C'est eux qui m'appellent parce qu'il y a telle cause à défendre ou il y a tel truc. Et parce que, voilà, j'ai cette libre parole où si je dois défoncer un ministre ou n'importe quoi, je vais le faire. Tu vois, il n'y a pas de limite chez moi. Donc ça, pour ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est important parce que même cette idée de ne pas avoir de plan de carrière, au moins, ça ouvre la porte au champ des possibles, quoi. Ouais. Ouais, le film, tu te rends compte ? Ouais. C'est quoi le prochain objectif ? Dormir. C'est clair. Ça pourrait être bien. Non, c'est vraiment ma conférence spectacle. Je fais entre 80 et 100 dates à l'année. Waouh. Donc maintenant, j'ai la femme la plus heureuse du monde. Parce qu'elle est contente quand je rentre et elle est contente quand je repars. Ouais. Donc, vu que je fais que de rentrer et de repartir, elle est super contente. Donc, maintenant, j'ai du monde autour de moi pour m'aider dans mes déplacements, dans mon travail et j'adore être sur scène. Donc, mon rêve aujourd'hui, tu vois, ça fait, je te dis, à peu près 80 à 100 conférences à l'année. C'est beaucoup. Donc, ça fait, depuis que j'ai commencé, il y a près d'1 million de personnes qui m'ont vu sur scène. Wow. Donc, pour dire que les plus grosses, c'est Bercy, 10 000 personnes. Donc, j'adore ça, j'adore être sur scène, j'adore partager comme là, on est en train de partager ce moment et que tes auditeurs, enfin ceux qui vont regarder ton podcast vont dire voilà, une bonne énergie, ça fait du bien, ils vont te dire merci et c'est vraiment chouette. C'est du partage. Quand je suis sur scène, pour moi, c'est du partage. Ma conférence, je l'ai jamais écrit. J'ai jamais écrit ma conférence. Tu l'écris pas ? Non, elle est venue comme ça, naturellement, au fur et à mesure du temps. Ok. Et j'étais pas prédestiné à être conférencier, tu vois. Mais c'est un jour, il y a une entreprise qui m'a appelé après la traversée de la Manche. Je te jure, faut que je te raconte. Ah ouais. Il y a une entreprise qui m'appelle, qui me dit voilà, vous voulez venir voir mes collaborateurs parce que votre traversée de la Manche est géniale. Je dis ah bon, je dis mais je vais faire quoi, je raconte quoi? Il dit non mais je vous invite et j'y vais et je raconte une histoire. Ah non, il fallait que je vous dise ça. Ah non, excusez-moi, je m'accrochais à plein de branches. C'est du grand n'importe quoi. Et un jour je fais une autre conférence et une autre et une autre. Et un jour je fais Peugeot, donc grosse entreprise. Ah ouais, grosse pression. Et là aussi. déjà j'étais un peu plus structuré. Okay. Et il y avait un autre conférencier qui est là et qui me dit waouh, il dit ce que tu viens de faire c'est génial. Il dit t'as pris combien toi? Et là, le mec, je dis, ils m'ont payé mon billet de train, un repas chaud, quoi. Et je te jure, et le mec, il me regarde, il dit, ah ouais, t'es vraiment con, alors. Et c'est comme ça que c'est devenu mon métier, je suis devenu conférencier. Ok. Voilà. Et depuis, j'arrête plus. Et, comme quoi parler entre vous. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est de le transformer en vrai seul en scène et de l'ouvrir au public. Donc, j'ai quelques dates ouvertes au public. Okay. Là, la prochaine, c'est à Louviers, c'est à 90 km d'ici, de Paris. Donc, je suis à Louviers sur scène, ouvert au public. L'entrée est gratuite. C'est la ville de Louviers qui offre cette conférence à tout le monde. C'est quand? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors la date, merci, mais faudra regarder sur le site. Ouais, il faudra regarder sur mon site philippecroison.com ou sur LinkedIn. Je vais bientôt le mettre en ligne. Donc quand c'est ouvert au public, je le mets partout sur tous mes réseaux sociaux avec l'affiche et tout. Donc, ok, bon, alors suivez Philippe Croison sur les réseaux. Voilà, venez sur mon site philippecroison.com et là, il y a tous les réseaux et tout.
Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Philippe, pour cet épisode. Merci de ton invitation. J'ai passé un super moment et puis j'ai adoré t'entendre parler du couple parce que j'ai tiré 2-3 enseignements de ça. De penser en team, en on et pas en je et en tu. Ouais. Et écouter l'autre. Et la libre parole. La libre parole. C'est la plupart des couples, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a plus de discussion. Et ça aussi, c'est important parce que... Dis-moi. Bah ouais, parce que la plupart, c'est comme la douleur. La douleur, ceux qui souffrent d'une douleur, ceux qui ont une maladie invalidante ou n'importe quoi, ils espèrent que leur conjoint comprenne sa douleur. Mais il ne comprendra jamais. Mais oui. Mais jamais. C'est comme très souvent, parce que moi, je l'ai vécu. Quand j'étais dans ma phase de colère, je dis, mais pourquoi mon ex-femme, Muriel à l'époque, mais pourquoi tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu vois, le truc pourri que j'étais en train de faire. Et ça, faut arrêter. Trop de gens attendent que celui qu'on aime pense ce que toi, tu penses. Mais à l'instant T, elle est en train de faire autre chose, elle est en train de penser autre chose. Donc arrête, ça détruit les couples. Ça détruit les couples, ça peut même détruire des amis en disant mais comment ça se fait que tu penses pas comme moi? Enfin, comment ça se fait que je suis en train de faire ça maintenant et que toi tu... Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Vrai. Donc, et ça, c'est Susanna qui m'a mis une claque aussi une fois. Elle dit chérie, je t'aime, je suis vraiment amoureuse de toi, mais quand moi je suis en train de faire un truc, je suis en train de le faire pour moi. Donc arrête de me demander un truc quand je fais un truc pour moi. Ok, d'accord, tout va bien. Moi, j'aime beaucoup cette Susanna. Mais c'est important. C'est important, cette discussion-là libre. Et puis, c'est important aussi de comprendre que l'autre n'aime pas comme nous, on aime. Mais exactement. Ouais. C'est terrible. Ouais. Et c'est comme ça que ça part en sucette. Parce que, quoi, tu me comprends pas? Et tu comprends pas quand je te dis un truc? Bah non, je te comprends pas. Bah non, parce que je ne suis pas toi. Ouais. On n'a pas été éduqués pareil. Bah ouais. Ouais. Donc, et ça, c'est dur. Hein. Oh, ça s'apprend. Moi, je suis encore dessus. Violent, hein. C'est violent. Donc, j'imagine. Merci à toi. Merci pour beaucoup, ton invitation. Philippe.